Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des sours, ces bières qui grappillent un peu la vedette aux IPA dans certains pays et dans certains concours. Pour l'occasion j'avais prévu plein de jeux de mots super cool, genre Tom Sour, ou Sour Beer, comme le site web. Alors c'est quoi une sour? Ce mot anglais n'a pas de traduction exacte en français, mais pourrait se traduire par aigre, acide ou acidulé selon le contexte. Ce terme regroupe en fait des bières qu'on connaît déjà, comme les lambics et les gueuses belges, les Berliner Weisse et tout un tas d'autres. Car les sours, contrairement aux IPA, aux pilsner, aux stout et aux suspects habituels, n'est pas un type de recette ou de bière définie. Sous ce terme générique, on va en fait retrouver toutes les bières aigres ou acides. Pour la version courte, ça s'arrête là. Pour pousser un peu plus loin, comment fait-on des bières aigres ou acides? Il existe plusieurs techniques. Les deux premières que je vais évoquer se passent lors de l'étape dite du brassage et s'appliquent donc sur le mash. Si vous ne savez pas ce qu'est un mash, je vous invite à aller voir la vidéo numéro 2 à 2 minutes 43 où je reprends les étapes principales du brassage. La première méthode fait intervenir de l'acide lactique. On peut mettre de l'acide lactique dans l'eau qui va servir à faire le mash ou utiliser des maltes acidulées qui ne sont rien d'autre que des maltes qui se sont vues adjoindre eux-mêmes de l'acide lactique. Traditionnellement, ces deux méthodes sont aussi utilisées pour gérer le pH du mash. On peut utiliser la technique de sour mashing en inoculant une culture vivante de bactéries lactobacilles dans le mash. Il faut ensuite contrôler et maîtriser la température et l'accès à l'oxygène du mash pour maîtriser son évolution. On voudra éviter qu'il ne devienne trop aigre à cause d'une surproduction d'acide acétique ou qu'il ne sente trop le vomi à cause d'une surproduction d'acide butyrique. Ces deux types d'acidité qu'on veut éviter ou du moins maîtriser sont produites par des champignons et bactéries différentes des lactobacilles, à savoir respectivement les acétobactères et les clostridium, dont on veut limiter l'expansion dans le mash. Enfin, on peut utiliser des bactéries ou levures sauvages lors de la fermentation. Les plus utilisées sont les lactobacilles, les pédiocoques et les brettanomyces. Avant 1883, toutes les bières contenaient partiellement des levures sauvages, car on utilisait sa culture de levure maison pour fermenter ces bières, et ces cultures étaient le plus souvent contaminées par les levures sauvages présentes dans l'air. Ce n'est qu'en 1883 qu'Emil Christian Hansen, qui travaillait alors chez Carlsberg, a découvert comment faire de la culture d'une unique souche de levure. Et aucun brevet n'ayant été déposé, toutes les brasseries ont pu profiter de cette avancée. C'est quand même sympa de sa part. Donc c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des bières sans levure sauvage, du moins sans leur utilisation involontaire. Les levures et bactéries sauvages se trouvant notamment dans l'air, certaines bières comme les gueuses n'utilisent pas de bactéries cultivées et donc ne passent pas par les processus de fermentation haute ou basse en cuve que j'évoquais dans la première vidéo sur les IPA. Elles utilisent seulement la fermentation naturelle produite par l'exposition à l'air. On parle alors de fermentation spontanée. C'est le cas des très réputés cantillons, par exemple. Alors les levures sauvages, ça apporte quoi? En fait, les levures sauvages vont faire le même travail que leurs cousines non sauvages, à savoir transformer du sucre en alcool et en CO2. Mais ce faisant, elles vont dégager une acidité, des arômes et des bulles différentes de leurs cousines bien élevées. Pour prendre le cas des brettanomyces, il n'est pas rare qu'elles amènent des arômes de foin ou de cuir. On peut intégrer les levures et les bactéries sauvages à n'importe quel stade de la fermentation. Mais plus on les intégrera tôt et plus on les utilisera à la place de la levure principale, plus leurs effets seront marqués mais difficiles à contrôler. Mais si c'est pas nouveau, pourquoi ça revient à la mode? En plus des cas comme les lambics, qui ont toujours préservé cet aspect, certains brasseurs n'hésitent pas aujourd'hui à réintroduire l'aigreur et l'acidité dans leurs bières pour créer des nouveautés ou pour souriser, permettez-moi l'expression, des bières qui ne l'étaient pas jusqu'alors. Ce qui donne naissance à des mélanges de goûts et de textures originaux. Je pense notamment à la série Sur de chez Toehl, avec notamment la Sur Sorachies, qui est une IPA dans laquelle on a introduit des brettanomyces, ou encore à la collaboration entre La Débauche et Against the Grain, que j'ai eu l'occasion de boire au Poil de la Bête à Toulouse à la Pression récemment, et qui est une sour à la lavande et à la framboise. On boit pas ça tous les jours, et ça élargit beaucoup le champ des possibles. Pour ceux qui veulent creuser, je vous poste les liens des sources en description. Certains sont en anglais, désolé. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Et vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et sur Instagram. Je vous mets aussi les liens en dessous où je poste des dégustations et quelques actualités tous les jours. Voilà.